Et oui, les échantillons de Bennu sont arrivés sur Terre. Vous pouvez voir ici la capsule qui est arrivée. Donc, prenons quelques instants et voyons voir un peu ce qui s'est passé ce matin pour l'arrivée de ces échantillons. Donc, voyons voir si on peut avoir quelques informations qui nous viennent de la NASA aujourd'hui. J'ai mis les informations et le lien du vidéo d'à peu près 3 heures qui explique ce qui s'est passé ce matin, le 24 septembre 2023. Donc, Osiris-Rex est une sonde qu'on a envoyée en 2016, donc ça fait 7 ans, et avec une masse d'à peu près 4 tonnes, ou non, 2 tonnes à peu près. Il y a ici un bras robotisé qui sont allés faire des échantillons sur l'astéroïde Bennu. Donc, voyons voir si je peux vous montrer quelques photos de Bennu ici. Donc, lorsqu'on regarde, voici Bennu, nous avons eu cette sonde Osiris-Rex qui est allée à la surface. Et bien sûr, est allé près de la surface, il avait un bras. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ce bras a touché la surface. Et avec un envoyé de gaz, a fait un échantillonnage, on le voit très bien ici, un échantillonnage d'à peu près 250 grammes de matière. Donc ici, on pensait que ça se ferait en surface, mais il semble que cette sonde est allée jusqu'à 50 cm sous le niveau de la surface. Donc, on a été très, très surpris de cela. Et bien sûr, cette sonde revient chez nous depuis quelques années. Et donc, aujourd'hui, on a eu ces échantillons qui sont arrivés sur la planète Terre. Donc, voyons voir ici. Je pense qu'ici, on montre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ici, on a cette capsule qui a été mise. Alors, l'échantillon a été mis dans une capsule qui a été envoyée dans l'atmosphère ce matin. Il y a ici un écran protecteur pour l'entrée dans l'atmosphère et c'est arrivé vers 10h30 ce matin. Et puis, à 10h52, c'est arrivé sur notre petite planète. Donc, ici, on voit la capsule qui arrive. Ça, bien sûr, c'est un dessin, mais ça nous explique un peu qu'est-ce qui se passe. Tantôt, je vais vous montrer des photos qu'on voit la capsule qui entre dans l'atmosphère. Et bien sûr, on a des vitesses d'à peu près plus de 40 000 km/h. Et avec la friction et tout ce qui et le parachute qui aura lieu, l'atterrissage se fera à peu près à 11 km/h. Ça veut dire que le ralentissement, c'est à peu près 32 G de ralentissement de vitesse, qui est incroyable. Donc ici, je vais arrêter la vidéo, on peut voir qu'il y avait dans l'entrée dans l'atmosphère vers 8 heures, alors 10h43, et puis ici pour l'atterrissage à 10h52. Chose intéressante, on a dit que le parachute s'est ouvert un petit peu plus à l'avance, et donc je ne sais pas pourquoi. Soit qu'il y avait plus de masse ou moins de masse dans le réceptacle. Ça, c'est une excellente idée. L'atterrissage s'est fait en Utah, qui est un État des États-Unis. Chose intéressante, d'après ce que j'ai vu, c'est un grand territoire et bien sûr, ça semblait faire partie d'une base militaire parce qu'aussitôt que l'échantillon est arrivé sur le sol, on a les hélicoptères qui sont arrivés. Donc, l'armée est impliquée, surtout ce qu'on veut faire, on veut chercher quelque chose et secourir quelqu'un. Donc, ce sont des militaires qui étaient entraînés depuis plusieurs mois et plusieurs années qui ont fait ce travail. Donc, ici, un autre segment fantastique, c'est lorsque la capsule s'est retrouvée dans l'atmosphère. Je vais vous montrer ça. Et puis, bien sûr, ça, c'est 12 minutes avant l'atterrissage. Et lorsque je le fais aller, on peut voir qu'il y a la traînée. Donc, on a cette friction de l'atmosphère et de la capsule et on a une brillance qui est beaucoup plus grande. Vous allez dire, comment est-ce qu'on a eu ce type de photos? Alors, soit que ceci était fait par terre, mais on a envoyé aussi un ballon dans l'atmosphère pour voir l'arrivée de cette capsule. Donc, les photos ici que l'on peut voir, le petit point, ça, c'est basé avec un ballon atmosphérique. Donc, ce sont des photos qui viennent de l'atmosphère, en direct de l'atmosphère. Donc, on peut voir ici la traînée. Alors, ça, probablement que c'est une caméra qui aussi enregistre la chaleur, parce que ici, visuellement, on ne voit pas la traînée ici de chaleur. Donc, ça, c'était excitant à voir cela. Donc ici,
Quelques minutes plus tard, on peut voir ici que la capsule tombe toujours. Donc, on avait une caméra qui est fantastique. Mais ici, on va commencer à voir les montagnes et le sol. Donc ici, on se rapproche de la surface de la Terre. Et bien sûr, je rappelle, ces photos étaient prises d'un ballon atmosphérique, alors comme un ballon de météorologie, et on regarde vers le bas ici. Alors, si je me rappelais bien, le parachute était supposé ouvrir à peu près vers 500 pieds ou 500 mètres, probablement 500 pieds, c'est une bonne question, mais il a été ouvert vers 5000 pieds, donc beaucoup plus haut, d'après ce que j'ai vu ce matin. Donc, je serais un peu curieux à savoir comment est-ce que ceci est arrivé. Je rappelle qu'il y a un mécanisme dans la capsule et tout est télécommandé. Donc, lorsqu'il y a l'arrivée, changement de température, protection ici de l'échantillon, et après un certain temps, il y a une batterie à l'intérieur qui a ouvert le parachute pour s'assurer qu'il y ait un atterrissage qui soit sécuritaire. Donc, je vais avancer un petit peu la vidéo pour voir justement lorsque on a ici, on peut voir très bien, on peut voir le parachute ici. Et donc, je regardais ça ce matin, ça a pris quelques minutes pour se rendre jusqu'au sol. Donc, l'idée, c'est qu'il y avait lorsque on est arrivé dans l'atmosphère, la capsule a ralenti. Il y a eu un petit parachute qui a ouvert pour commencer à ralentir. Et aussitôt qu'on a passé l'atmosphère, celle-ci était plus dense. À ce moment-là, le plus grand parachute a ouvert. Donc ici, on peut le voir, là, c'est excitant. Donc, voyons voir. Et on peut voir ici, qu'on avance un petit peu, oups, je vais vous montrer ça ici. On pouvait voir qu'on approchait la bordure de la caméra du ballon. Donc, on peut voir sur le côté ici, on a de l'ombre qui arrive ici. Et après ça, on a commencé à utiliser une caméra noir et blanc. Et c'était beaucoup plus difficile de voir exactement ce qui se passait. Donc, ça, c'est plus tard. On peut voir le ballon, il était juste ici, mais c'était quand même très difficile à voir. Donc, ici, on peut voir les deux chemins avec le tournant. Il est tombé à peu près ici. Et chose intéressante, il semble que de l'autre côté de la route, c'était peut-être un autre territoire qui appartenait à quelqu'un d'autre. Mais l'atterrissage s'est fait juste ici, à 10h52. Ça, c'est excitant. Donc, voyons voir si je peux vous montrer d'autres images ce matin. Voyons voir. Voilà, donc ici, on a juste à l'heure, on a ici la capsule qui est atterrie et on peut voir le ballon qui est ici étendu sur le bord du champ. Donc, c'est une grande plaine qui est plutôt désertique. Donc, c'est pour ça que c'est un excellent endroit pour faire des exercices militaires, mais aussi, vu que c'était très plat, ça permettait de minimiser les possibilités de dommages du matériel. Donc, ça, c'était intéressant. Donc, voyons voir. Alors ici, on peut voir. Alors ici, il y avait excellente discussion, c'était fantastique. Et si je me rappelle bien, après un certain temps, nous avons eu des images d'un hélicoptère qui est arrivé. Donc, voyons voir. Donc ici, on peut voir la capsule est juste ici avec le parachute. Donc, c'est fantastique, c'est très près de la route. Nous avons eu la capsule qui est arrivée ici sur Terre, saine et sauve. Maintenant, lorsque j'ai écouté un peu les personnes, les hélicoptères étaient en attente. Ils ont pris à peu près 5 minutes ou 10 minutes pour arriver à la capsule, parce que bien sûr, il y avait des choses à tester avant de pouvoir la ramasser. Donc, je vais avancer un peu la vidéo et on va en parler dans un instant. Donc, nous avons l'échantillon qui est ici et on se dit, est-ce que c'est très gros? Et on va voir dans un instant deux scientifiques qui arrivent à cette capsule. Maintenant, il y a plusieurs choses à considérer. Nous avons une capsule qui est arrivée ici, qui est arrivée à travers l'atmosphère. Il y a eu de très hautes températures. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? Il y a certaines choses à considérer. Il fallait bien sûr s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Voyons voir si je peux avancer. Voilà, qu'il n'y avait pas de problème avec la capsule. Donc, on peut voir que c'est beaucoup plus petit qu'on pensait. Mais ici, on est allé voir, on avait des masques pour s'assurer que, puisqu'il y a une batterie à l'intérieur de la capsule, on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de gaz qui s'échappait, monoxyde de carbone ou autre type de gaz qui pourrait être nocif pour les personnes.
Donc, la scientifique ici est approchée et elle a commencé à regarder la capsule ainsi que de faire des mesures en ce qui concerne les gaz qu'il y avait autour. Durant ce temps-là, l'autre scientifique qui est ici a commencé à prendre des photos et éventuellement à marcher autour de la capsule. Donc, la première scientifique a pris le temps de mesurer sur la capsule ce qui se passait, tandis que l'autre a commencé à regarder autour et à mettre des drapeaux en ce qui concerne des échantillons à prendre suite à l'atterrissage. Alors, il faut penser qu'on a une capsule qui est passée dans l'atmosphère. Lorsqu'elle a atterri, il y a des matériaux qui viennent soit de la capsule, soit de la descente de l'espace. Donc, le scientifique a fait le tour pour pouvoir mettre des petits drapeaux où les échantillons étaient importants. Et ça, ce sont les deux premiers scientifiques qui sont arrivés, de façon à ce que l'on puisse, bien sûr, s'assurer qu'on ait tout ce qui est nécessaire. Ah, peut-être que je me suis trompé du scientifique. Celui qui est en blanc, c'est un homme qui regarde autour. Il a fini par ramasser le parachute. Et voici la dame qui faisait les tests ici sur la capsule. Chose intéressante, après quelques instants, elle a enlevé son masque, elle a réalisé que ce n'était pas trop chaud et que tout allait bien. Alors bien sûr ici, lorsqu'on a remarqué que tout allait bien, on a amené un moyen de transport pour s'assurer de conserver et de moins endommager le matériel. Donc on a ici un support qui est fait d'une toile isolante. On a pris la capsule, on l'a mis à l'intérieur et on l'a recouvert de cette couverture thermique. Et ceci permettait bien sûr d'englober l'échantillon parce que bien sûr, on veut protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Il y avait un mécanisme pour protéger les échantillons parce qu'aussitôt qu'on est à l'intérieur de l'atmosphère, il y a de l'oxygène, de l'oxydation possible. On ne veut pas que les bactéries ou autres entrent à l'intérieur de l'échantillon. Donc, on essaie le plus rapidement d'isoler cette capsule, bien sûr. Donc ici, on peut voir, lorsque les scientifiques ont tout ramassé, ont tout collecté, notre capsule, il y avait comme une assiette dans laquelle ils l'ont déposée, et ça, c'était le moyen de transport pour cette capsule. Chose intéressante, c'est que tout ceci s'est passé sur plusieurs dizaines de minutes à 1 heure, donc ça fait ici à peu près 1 heure que la capsule est arrivée. Tout s'est bien passé, donc je vais un peu plus rapidement pour faire un excellent résumé pour vous. Cette partie, j'ai trouvé ça intéressant parce que les scientifiques se sont dit, OK, nous avons l'échantillon, maintenant il faut l'envoyer au laboratoire et il ne faut pas trop brasser les échantillons à l'intérieur. Moi, j'aurais pensé qu'il y aurait eu un véhicule pour transporter cela. Mais chose intéressante, vous allez voir ici, il y a 2 personnes qui sont arrivées et sont arrivés près de la capsule et l'ont levée. Et à force de bras, ont emmené la capsule. On disait que ça pesait peut-être 120 livres. Donc, à 120 livres, ça fait peut-être, voyons voir, 120 livres. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être une cinquantaine de kilos, peut-être. Et puis, ensemble, ils sont allés et ont transporté celui-ci. Vous allez dire, pourquoi est-ce qu'ils ont pris l'échantillon et l'ont transporté beaucoup plus loin? Il y avait plusieurs raisons pour cela. Premièrement, on voulait se rapprocher de l'hélicoptère et de tout le harnais. Donc, il y avait un câble pour pouvoir prendre la capsule et pouvoir l'emmener au laboratoire. Deuxièmement, il faut penser que lorsqu'un hélicoptère atterrit et décolle, ceci fait bouger beaucoup de vent et donc on ne voulait pas que l'hélicoptère soit trop près du site d'atterrissage pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de mouvement du sol et donc de, de déranger les échantillons de sol possibles qui étaient à collecter une fois que la capsule a été enlevée. Donc ici, on a un travail qui était fantastique. Vous allez dire, ce n'est pas très scientifique, mais c'est quand même excitant et très excitant et très important. Et alors ici, voyons voir, on s'est approché de l'hélicoptère, bien sûr. Le câble était d'à peu près 30 mètres entre l'hélicoptère et l'échantillon. Et voyons voir si je peux regarder le décollage, c'est excitant. Donc ici, nous avons l'hélicoptère qui finit par décoller. Et puis, de la façon que ça fonctionne,
on a le décollage, il y a un câble d'une trentaine de mètres, et donc aussitôt que on avait notre échantillon près du terrain du laboratoire, il y avait un bouton et puis l'échantillon sera laissé au laboratoire. Donc ici, on peut voir comment est-ce que l'hélicoptère ici monte. On peut voir le câble qui est ici et on a l'homme ou la personne qui est ici qui tient le petit crochet qui est décrochable à distance avec le câble. Donc ça a été tous pratiqué pendant plusieurs mois de façon à ce que l'on puisse minimiser les erreurs. Donc ça a été pratiqué, c'était planifié, pratiqué plusieurs fois pour s'assurer que tout va bien. Donc je vais arrêter de bouger pour que vous puissiez le voir. Et voilà l'échantillon qui levait de terre et maintenant qui était en route au laboratoire. Le laboratoire n'était pas très très loin, mais on avait décidé de ne pas aller rapidement avec l'hélicoptère, juste au cas que quelque chose arrive, pour minimiser les difficultés si nécessaire. Donc, c'était une vingtaine de minutes pour se rendre au laboratoire. Voyons voir si on peut regarder le géologue. Le géologue parlait un petit peu. Donc, il y a un géologue qui parlait, mais ici, le géologue discutait pourquoi est-ce qu'on avait décidé d'utiliser Bennu. Donc, en 2016, avec les planifications, on a envoyé l'engin sur Bennu pour 3 raisons. On va le mentionner ici dans un instant. La première, c'était la grosseur. C'était un astéroïde d'à peu près 500 mètres de diamètre et il y avait une rotation complète en à peu près 4,3 heures, donc 4 heures et peut-être 20 minutes. Chose intéressante, puisque la rotation n'est pas trop rapide, ça devient facile pour déposer ou aller avec un engin chercher l'échantillon. Donc ça, c'était important. Et puis, donc, il y avait la grosseur. Deuxièmement, il y avait la rotation. Et la troisième, c'est que c'est un astéroïde qui nous donne un bon exemple de ce qu'était notre galaxie, notre système solaire, voilà, il y a au début du système solaire. Vous allez dire comment est-ce possible? C'est que lorsque nous avons, je peux toujours le faire bouger, donc ça c'était l'atterrissage pour aller chercher l'échantillon, c'est que lorsque, tiens, je vais arrêter ça ici, lorsqu'on a notre astéroïde Bennu, on pouvait voir qu'il y avait des petits cailloux sur le dessus. Chose intéressante, c'est que lorsque le système solaire s'est créé, il y avait des astéroïdes comme ceci et des roches partout. Mais avec le temps, il y a eu la gravité qui a commencé à faire de l'accumulation. Éventuellement, les planètes comme Vénus, Terre et Mars se sont créées avec beaucoup de matériel solide. On a aussi des géantes gazeuses, Saturne, Jupiter et ainsi de suite qui se sont formées. Donc, beaucoup de ces astéroïdes, de ces matériaux ont été engloutis par ces protoplanètes au début du système solaire qui sont devenues des planètes. Donc, la plupart des matériaux ont été engloutis. Sur notre planète Terre, depuis 4,5-4,7 milliards d'années, il y a eu des volcans, le volcanisme, le tectonisme. Les plaques tectoniques ont fait beaucoup de changements en ce qui concerne la chimie et le type de roche qu'il y avait au début. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a eu beaucoup de changements. Et en plus, à cause de l'atmosphère, il y a eu beaucoup d'oxydation de toutes sortes de choses sur notre planète. Bien sûr, si on va sur Mars et Vénus, ils ont eu d'autres conditions atmosphériques et conditions sur le sol. Donc, on se retrouve ici avec Bennu, qui est un astéroïde qui n'a jamais été englouti par une planète, donc fait partie du matériel initial du début de notre système solaire. Donc ici, ce qu'on veut voir, c'est quelle est la composition chimique de ces roches. Donc c'est une question d'astrogéologie, de géochimie aussi, donc c'est très excitant. Lorsqu'on a eu Osiris-Rex qui est allé, qu'ils ont fait le sondage, ils ont remarqué qu'il y avait aussi beaucoup de minéraux à base de carbonate. Et donc, on n'est pas sûr qu'est-ce qui se passe, donc on veut aller voir et on va identifier, bien sûr, quel type de minéraux et de matériel que nous avons. Les scientifiques ont mentionné qu'il y aurait à peu près 250 grammes, seulement 25 grammes sera distribué dans les centres scientifiques et 75% des échantillons vont être conservés dans un environnement d'azote,
de façon à ce qu'il reste très froid, qu'il n'y ait pas d'interaction avec l'atmosphère pour être protégé. Vous allez dire pourquoi 75%? C'est que on veut garder d'échantillons pour le futur, ainsi que les générations futures. Le géologue mentionnait qu'il y avait des recherches qui se faisaient sur les roches lunaires qui sont revenues sur Terre dans les années 60 et 70. Vous allez dire, oui, mais ça fait 50 ans. Ça, c'est vrai. Par contre, en 50 ans, les avancées technologiques se sont améliorées. On a de nouvelles techniques, de nouvelles machines et de nouveaux ordinateurs, de nouvelles façons de prendre des mesures. Donc, c'est important à ce moment-là d'avoir des roches pour faire des études, mais c'est important aussi d'avoir des échantillons qui ont été conservés de façon à ce qu'on puisse utiliser les technologies d'aujourd'hui pour faire des études. Donc, il y a des nouvelles questions qui s'emmènent avec les nouvelles technologies. Ça veut dire que dans 30 ans, dans 50 ans, nous allons avoir de nouvelles technologies, de nouvelles questions, et c'est pour ça qu'on veut avoir des échantillons encore sur ceci. Donc, plein de matières pour les chercheurs, les étudiants aux universités, les professeurs, donc c'est très, très excitant. Donc, voyons voir si je peux continuer ici. Alors, voilà. Donc, ça, c'était durant le lunch, je ne l'ai pas vu, donc on va le regarder ensemble. On a l'hélicoptère qui est arrivé au laboratoire et on peut voir ici dans le filet. Et nous avons l'échantillon qui est arrivé de façon à ce que l'on puisse commencer à sortir l'échantillon, bien sûr, de cette capsule. Donc, voilà. Et il y a, bien sûr, c'est détaché et nous avons l'hélicoptère qui part. Donc, voyons voir, ils ont montré comment est-ce que la capsule était dans le laboratoire. On regarde ça dans un instant. Donc ici, on a mis la capsule sur un chariot, bien sûr plus facile à transporter. On avait mis plein de pellicules plastiques pour bien sûr conserver ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, la capsule, elle est complètement calcinée. Donc il faut bien sûr sortir l'échantillon de cette capsule. Et voyons voir ce qu'elle a l'air en laboratoire. Et voilà, donc on a ici une chambre qui est ultra propre. Donc, on a mis la capsule ici. Donc, c'est une chambre qui est probablement où on a minimisé les microbes. Beaucoup de filtres, bien sûr. Et ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que, et puis ça, c'est la fin du vidéo. J'espérais en voir un petit peu plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Le plan ici, c'était de pouvoir ouvrir la capsule, de prendre le réceptacle à l'intérieur. Et le réceptacle est plein de petits tuyaux de façon à ce que l'atmosphère ait beaucoup de difficultés d'aller aux échantillons. Et c'est de prendre, ça ressemble à une assiette, de prendre ceci et le mettre dans un environnement d'azote liquide et gazeux, de façon à ce qu'on puisse refroidir très rapidement l'échantillon, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'altération. Si c'est très froid, des bactéries de notre atmosphère meurent tout de suite, donc il n'y a pas de problème. Et bien sûr, ça permet de pouvoir conserver l'intégralité de cet échantillonnage. Donc, j'espérais pouvoir avoir beaucoup d'infos ici. Ils ont passé comme... Ça, c'est les dernières images qu'on a de la capsule. Et puis, ils ont terminé l'envoyé d'images à ce moment-là. Alors, l'idée, c'est, j'espère que nous allons pouvoir voir dans les jours à venir, peut-être des films qui vont nous montrer comment ils ont ouvert. Mais selon les nouvelles que j'ai eues, le 11 octobre serait le temps où on aurait des meilleures images ou des annonces de la NASA avec les informations. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Nous avons eu ici Bennu qui est arrivé et ceux qui sont intéressés, c'est une petite vidéo de 3 heures. Et puis, bien sûr, on a les scientifiques qui viennent après et parlent de ce projet. C'était une émission qui était fantastique. Si vous avez la chance, vous pouvez la voir. Sinon, dites-vous que j'ai résumé très bien ce qui s'est passé ce matin. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une excellente journée. Je vais mettre ici un lien en haut ici sur une vidéo que j'ai faite sur la mission de Bennu, justement. Alors sur ce, je vous vois sur la prochaine vidéo.